Bonjour tout le monde, c'est Orpheus. Alors apparemment la première vidéo vous a plu, y compris aux champions de France, donc je vais un peu être obligé de faire la suite. Bon, blague à part, on attaque donc avec la révélation des cartes de Worlds Collide concernant la maison 10. On commence par une réédition qui est Binding Irons, une carte de Age of Ascension qu'on est plutôt content de revoir ici. Ensuite on a une créature à 3 qui s'appelle Buzzle qui a escarmouche. Playfight, on peut purger un des voisins de Buzzle et si on le fait on le ready. Ready, une créature qui a escarmouche, c'est toujours sympa, mais là on doit purger un voisin, c'est quand même un peu beaucoup chiant. Les cas où on va le faire sans trop de regrets, ça va être si on a, je sais pas, Bad Penny ou Dextre à côté. Le seul que je vois là tout de suite pour l'instant, où on est vraiment content de ça, c'est si on nous a mis Scully Caper dessus. Donc le fameux Shadows qui nous brûle une créature par tour, bah là on le purge, on est très content. Grosso modo, Buzzle, on va dire que c'est un 3 avec Skirmish et que de temps en temps on pourra le ready, mais ça va nous coûter cher. On va dire un 3 sur notre échelle de 1 à 5. Ensuite on a Jimmy, oui on a Dendrix, mais moi je l'appelle Jimmy, Dendrix, voilà. C'est fait, fallait le faire. C'est une créa 5, fight, ton adversaire discarde une carte au hasard de sa main. Je trouve ça plutôt bien, 5 il est solide et discarde une carte, c'est toujours bon. J'ai envie de lui mettre un petit 4. Ensuite on a une action Draining Touch. Play, on détruit une créature qui n'a pas d'ambre sur elle. Je préfère largement ça à End of 10 qui cible seulement une créature qui n'est pas sur un flanc et qui souvent va nous rester dans la main. Là des créatures qui n'ont pas d'ambre sur elles c'est un peu limitatif. Mais ça va quand même arriver souvent. J'aime bien, on va dire 3. Etarom. Etarom, comment elle va? Bon, je suis en forme aujourd'hui. Donc c'est une créature à 4, tu rip et tu détruis une créature de la maison qui a le plus de créatures en jeu. Alors ça peut être super, maintenant si c'est ta maison qui a le plus de créatures en jeu et que l'adversaire ne l'a pas aussi... c'est... voilà, t'es dans la merde. Donc 3, c'est peut-être même un 2, hein. C'est le genre de créature qui peut... te foutre toi-même dans la merde et ça c'est toujours ennuyeux. Exhume, c'est une réédition d'une carte qu'on aime bien, qui mérite un bon petit 4. Festering Touch, une nouvelle action. En jeu, tu choisis jusqu'à 2 créatures, tu leur donnes un dégât chacune et si elle était déjà endommagée, cette créature prend 3 dégâts. C'est une action qui te donne une ambre, je lui donne un 3. Harbinger of Doom, c'est une créature à 2, oui mais avec 3 en armure. Déjà intéressant. Et si elle est détruite, tu détruis toutes les créatures. Alors, on peut se dire que ça peut se retourner contre nous, c'est vrai, mais en même temps, son 3 d'armure fait qu'on aura quand même pas mal de contrôle sur ça. J'ai envie de dire que ça va vraiment dépendre des decks. Si on peut la mettre à côté de quelque chose qui fait que l'adversaire ne pourra pas facilement nous le détruire, et que c'est nous qui allons choisir d'aller sur une grosse créa pour détruire tout le monde, ça peut vraiment mettre la game en notre faveur. Donc à utiliser avec précaution, mais j'aime bien, je lui donne 3. Inspector, une créature à 2, quand elle est détruite, on purge au hasard une carte de la main de l'adversaire. Bah, tout bénef, vas-y, viens, détruis-moi. On avait déjà une créature à 2 qui nous faisait gagner 2 quand elle était détruite. Là, on purge une carte au hasard, ça peut complètement foutre en l'air la game de l'adversaire. Alors c'est random, mais s'il a un bon deck, il sera jamais content d'avoir une carte purgée. Je lui mets 4. Infernace, j'aime beaucoup le nom déjà. C'est une créa à 4, et en la jouant, on purge jusqu'à 2 cartes d'une discard pile. Jusqu'ici déjà c'est pas mal. Bon, une petite créa un peu solide, on choisit bien sûr les cartes qu'on purge, donc ça peut faire mal. Et il y a un bonus. L'adversaire perd de l'ambre égal au total des bonus d'ambre des cartes purgées. Wouhou! Donc là on va juste avoir un choix qui va parfois être un peu difficile, parce que si on a une carte très très efficace dans la discard de l'adversaire, dont on se dit qu'on ne veut pas la revoir, mais que d'un autre côté il a beaucoup d'ambre et que il a, je sais pas moi, une Dust Pixie par exemple, on peut lui faire perdre pas mal sur l'action. Mais ça nous offre des options, et les options à qui forge, c'est bien, c'est la vie. Je suis fan, je lui mets 4. Lilithal, une créature de Lilith. C'est une créature à 5. En fight, rip, on capture une ambre. C'est pas mal puisqu'on a beaucoup de créas qui capturent en rip par exemple ou en play. Là on a 2 options, il est à 5, c'est assez solide. Pas mal, un bon 3. Malison, encore un nom bien sympa. Une créa à 5. En fight, tu peux bouger une créature ennemie n'importe où dans la battle line.
Et si elle est sur un flanc à la fin, elle capture une ambre de son propre côté. Alors, le fait de bouger une créature dans la battle line, c'était pas très important avec Call of the Archons. Ça l'est devenu un peu plus avec les personnages qui ont deploy, qui sont arrivés dans AOA. Et là, on a beaucoup de notions qui sont liées au placement, on a même des créatures qui vont sur le centre, et je pense que ça devient une notion qui est encore plus importante qu'avant. Donc bouger une créature, c'est pas mal, et puis de toute façon, on la met sur un flanc, et elle va capturer une ambre de son propre camp, donc j'aime bien, un bon 3. Misère Exploit, on connaît, j'étais pas hyper fan, mais ça passe, et c'est une réédition. Not Finished With You, on connaît, et c'est une très bonne carte qui mérite un bon 4, et on est content de la revoir. Rodgrub, c'est une créature à 1. On le joue, notre adversaire perd une ambre, on rip, on archive Rodgrub. Donc ça veut dire qu'en gros, tant qu'on ne nous le détruit pas, on pourra régulièrement le rejouer pour faire perdre une ambre au moment opportun. Évidemment, c'est très fragile, c'est pour ça que je lui mets juste 3. Oh, on arrive à une action. Le mauvais œil des Evil Eye. Alors, Evil Eye, c'est une action qui rapporte une ambre, et les clés coûtent plus 3 ambres pendant le prochain tour de l'adversaire. En gros, ça fait le même effet qu'un lâche, mais c'est pas en permanent. C'est une carte donc qu'on va sortir de n'importe où, ça va surprendre l'adversaire, donc avantage, inconvénient, et on gagne une ambre. C'est une excellente carte, je serais ravi de voir cette commune. Oui, commune, dans mes decks, donc je lui donne un bon 4. Bloodshard Imp, on connaît, créature à 2, quand une créature rip, son contrôleur doit la sacrifier. C'est amusant, mais une fois de plus, c'est un truc qu'on ne contrôle pas tellement, sauf qu'évidemment, on peut choisir de la faire attaquer elle-même pour la sacrifier, et pouvoir rip tranquillement à notre tour. On va dire que ça peut ralentir un peu l'adversaire, mais globalement c'est une plaie pour tout le monde, donc je ne suis pas fan de cette réédition. Bornit, une créature à 3, en rip on révèle les 5 cartes du dessus du deck d'un joueur. Un joueur, ça peut être l'adversaire, ça peut être soi-même. On purge une des cartes révélées de cette façon et on mélange le reste dans le deck. Alors évidemment on va le faire sur l'adversaire. Je vois vraiment très peu de cas où on va choisir le faire chez soi-même. C'est quand même énorme. Je ne sais pas si vous imaginez, on révèle les 5 cartes du dessus du deck de l'adversaire en l'occurrence, et on purge une des cartes, celle qu'on veut, chaque fois que Bornit va rip. Et on shuffle, on mélange le reste dans le deck. C'est une créature à 3, donc il y a beaucoup de cartes d'action qui tuent les créatures à 2, là il pourra probablement survivre un peu et avoir le temps de rip. Je suis vraiment fan, je lui mets un 5. Bornit's Touch, quand on la joue, c'est pareil, on révèle les 5 cartes du dessus, on en purge une, on remélange le reste. Et ça rapporte une ambre. Je suis fan. Ce sont 2 Unco d'ailleurs, ça mérite 4. Comment est-ce qu'on va prononcer ça? On the Fringes. II en anglais et en français. Voilà, c'est une carte, je sens qu'on va se casser la nénette sur la prononciation. C'est une créature à 1 et on the fringes. Elle est élusive. Durant ton tour, après avoir discardé une carte 10 de ta main, tu peux purger une carte 10 d'une discard pile. Et si tu le fais, tu voles une ambre. Donc tu peux purger de chez toi s'il n'y a que toi qui le joues pour voler une ambre. Évidemment, ça sera beaucoup plus intéressant si l'adversaire joue également 10. Bof, en plus... ouais, elle est élusive, mais à 1, il y a plein de trucs qui peuvent la tuer à distance. Je suis pas fan, je lui mets 2. Giant's Bane. En la jouant, on gagne une ambre et on détruit une giant créature. Alors en fait, il y a plein de Bane qui sont plus ou moins dirigés à chacune des autres maisons. Ok, ça rapporte une ambre, donc on peut pas lui mettre un truc trop nul, mais c'est hyper ciblé, donc je lui mets juste 2. Gleeful Mayhem. Une action Unco qui rapporte une ambre. Quand on la joue, pour chaque maison, on fait 5 dégâts à une créature de cette maison. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de faire des dégâts à une créature par maison et de lui faire 5 dégâts. Alors ok, c'est bien sûr le joueur actif qui choisit à quelle créature il fait les dégâts, mais ça peut quand même se retourner contre nous. Ça rapporte une ambre, donc je vais lui mettre 3, mais c'est un tout petit 3.
hein, ça pourrait facilement être un 2. Réédition d'Hysteria, Hysteria j'aime bien, c'est la carte qui vous dit Troubarou c'est de la merde. Library of the Damned, bien sûr une excellente réédition. Obsidian Forge, un artefact qui rapporte 1. On sacrifie le nombre de friendly créatures qu'on veut, puis on forge une clé à plus 6 ambres, où on réduit ce coût par chaque créature qui a été sacrifiée de cette façon, et on détruit alors l'Obsidian Forge. Alors, l'avantage, c'est qu'on joue, on gagne une ombre de toute façon, ça reste en jeu, on n'est pas du tout obligé de s'en servir. Et si à un moment donné, on se dit « Ah bah je vais sacrifier des créatures et je peux me permettre le coup », bah voilà, on a une clé pas gratos parce que ça nous coûte cher, hein, comme Might Makes Right à sa façon. Mais si on peut payer le coût d'opportunité, ça peut nous faire gagner. C'est une kit sheet, normalement les kit sheets je leur mettrais plutôt du 4. Là ça mérite d'être testé, ça va dépendre beaucoup des decks je pense. Je vais lui mettre 3, mais je pense que ça va faire gagner des games. Réédition de Poltergeist, on ne peut que s'en réjouir. Il y a de plus en plus de combos avec des artefacts. Je pense que le contrôle d'artefacts devient de plus en plus important dans le jeu. Donc vive Poltergeist. Scullion, c'est cette fameuse créature qui vous oblige à en sacrifier une quand vous la jouez. C'est une réédition dont personnellement je me serais passé. Ok, il y a des cas où on va être content. Globalement, c'est quand même un très très haut coût pour une créature à 7 et 2 en armure. Je ne l'aime pas, je lui mets 2. Snag, une créa à 5. En fight, votre adversaire doit choisir la maison de la créature que Snag combat comme sa maison active à son prochain tour. Donc c'est une forme de control the weak où en fait vous allez attaquer une maison et l'adversaire doit jouer celle-là. En plus, si jamais c'est la seule créature de cette maison et que vous la détruisez, il doit quand même choisir cette maison. Hein. Donc il y a quand même des trucs intéressants à faire. Est-ce que ça reste marginal? Je sais pas. J'aime bien. On va lui mettre un gros 3. Ça peut potentiellement vraiment changer des games. Soul Fiddle, un artefact. En action, on enrage une créature. Alors comme je l'ai dit la dernière fois, je n'ai aucun recul sur ce que va faire Enrage sur les games. Il faut vraiment qu'on le voit en action. Bon, c'est un artefact et il rapporte pas d'ambre. Honnêtement, dans beaucoup de decks, ça sera probablement moisi et dans d'autres, ça peut être intéressant. Je le vois rarement être très fort. Je lui mets 2. Une réédition de Soulkeeper, une bonne carte. Une réédition de Spider, qui est également une bonne carte. Three Fates, on aime, il n'y a rien à dire. Réédition de A Fair Game. Je suis toujours très mitigé avec les cartes aussi random que ça, même si en général ça va légèrement vous avantager. Personnellement, je m'en serais passé. Une réédition de Color of Subordination, évidemment une très bonne carte qui vous donne le contrôle définitif sur une créature. Réédition encore de Creeping Oblivion, une action qui vous fait purger 2 cartes tout en vous rapportant une ambre. C'est une carte correcte. Eater of the Dead, encore une réédition. En fight trip, on purge une créature d'une discard pile et on lui donne un +1 power counter. J'aime bien prendre l'accent comme ça, j'ai l'impression d'être new-yorkais dans ces rares moments. Bon, une réédition correcte sans plus, il y a d'autres choses que j'aurais préférées. Greater Hogsted, c'est une créa A4 avec Taunt. Ok, déjà correct. À la fin de notre step ready cards, on purge une créature de notre main. Donc a priori, on ne pourra pas la remplacer. Si vous le faites, vous lui donnez 2 compteurs plus un pouvoir. Donc déjà, ça nous fait une carte en moins dans la main. Ça nous fait purger une carte de notre main, ce qui la plupart du temps va être négatif. Tout ça pour avoir une créa A4 qui devient une créa A6 et plus si on le fait plusieurs fois. C'est une rare, personnellement, je m'en passe. Harvest Time, une action, en play on choisit un trait et on purge chaque carte qui a ce trait. Chaque joueur gagne une ambre pour chaque carte qu'il contrôlait qui a été purgée de cette façon-là. Ça rapporte pas d'ambre en le jouant. D'un côté ça nous permet de faire le vide chez l'adversaire mais ça va lui donner de l'ambre. D'un autre côté ça nous permet de gagner de l'ambre nous mais on va purger nos cartes. Dans les deux cas, c'est pas une double punition, c'est une punition chacun. Et ça nous rapporte rien en la jouant. Je ne suis pas fan, je lui mets 2. C'était encore une rare, j'ai l'impression que les rares 10, là on n'est pas tellement gâtés.
Réédition d'Hécatombe, qui est également une carte à double tranchant. Et réédition de Key to Disc, évidemment, on aime. Lesser Hogstet, c'est le copain de l'autre. Alors, une créature à 3 qui est élusive. Quand on la joue, attention, on purge chaque carte dans notre main. Aïe! Et en rip, les clés coûtent plus 3 durant le prochain tour de l'adversaire. Alors, je résume. On la joue et on purge toutes nos cartes. Toutes les cartes dans notre main, on a intérêt à la jouer en fin de tour et déjà ça peut nous jouer des tours. Il y a des moments où on va se dire non, je ne veux pas la jouer, je vais la discarder. Et il faut rip pour avoir l'effet qui bien sûr est excellent, d'augmenter les clés de notre adversaire de plus 3. Enfin c'est excellent, mais s'il n'est pas sur le point de forger, on s'en fout. Et dans tous les cas, on l'a joué. Elle est à 3, elle est assez fragile, bien qu'élusive. Donc ça veut dire que si ça se trouve on va purger des tas de créatures de notre main et on ne pourra même pas augmenter le coût des clés de notre adversaire. Inutile de dire que je n'aime pas du tout, je lui mets 2 et c'est encore une rare 10 à 2. Lord Invidius, une créature à 5 élusive, quand il est au centre de notre battle line, il gagne. RIP, prenez le contrôle d'une créature de flanc ennemi et bon langage. Quand elle est sous votre contrôle, elle appartient à la maison 10. Alors ok, une créature à 5 élusive, c'est pas mal. Ce qui se passe quand elle rip est très bien. Maintenant, il y a cette fameuse mécanique d'être au centre de la battle line, ce qui sera quand même assez compliqué. C'est pour ça que je ne lui mets que 3. C'est une rare. Une fois de plus, je peux faire avec, je peux faire sans. Nefru, on connaît déjà. Chaque fois qu'une créature est détruite, son propriétaire gagne encore une carte à double tranchant. No Name, une créature à 1 qui gagne plus en pouvoir pour chaque carte purgée. En play, fight, rip, on purge une carte dans une discard pile. Alors je reviendrai sur tout ça à la fin. En gros, déjà quand on la joue, ça va nous permettre d'avoir une créature qui n'est plus à 1 mais immédiatement à 3. Elle peut monter cette créa, elle peut carrément monter et elle peut aussi purger plein de créas ou plein de cartes dans la discard de notre adversaire, éventuellement dans la nôtre si on veut se débarrasser d'une bad penny. C'est pas mal. Moi je lui mets un 4 et puis alors le dessin, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve somptueux. Vraiment très très belle illustration qui me donne envie d'avoir cette carte. Je crois que c'est la première nouvelle rare dans cette extension que j'ai envie de voir en 10. Onyx Knight on connaît, encore une carte un peu aléatoire, correct, sans plus. Orb of Invidius, encore une réédition, encore une carte à double tranchant puisque c'est quand n'importe quelle créature rip qu'on la stun, donc y compris les nôtres. J'en ai un peu marre personnellement de ces cartes qui peuvent nous nuire autant qu'à l'adversaire. Elle rapporte une ambre donc je la laisse à 3, mais j'aurais préféré une fois de plus d'autres rééditions. Réédition d'Ortanu the Chained et bien sûr on aura Ortanu's Binding avec. Je n'ai jamais été très fan de cette carte. C'est fou quand même le nombre de rares, nouvelles ou en réédition en 10 dont je me passerai là. C'est pas très bon signe. Sinestra, créature à 5, après que votre adversaire joue une créature sur leur flanc gauche, ils perdent une ambre. Alors là on va se dire ouais mais on n'a qu'à tout jouer sur le flanc droit. Il y a des moments où ça va être un peu contraignant et où on va effectivement préférer jouer sur le flanc gauche, c'est rare. Mais ça va arriver. Et puis on a évidemment une autre créature qui lui est complémentaire. Bon enfin ça n'en fait pas quelque chose de fou, c'est du 3 bien payé. Snag's Mirror, un artefact. Après que un joueur choisisse sa maison active, l'adversaire ne peut pas choisir la même maison en tant que maison active sur son prochain tour. Ça rapporte une ambre. Alors évidemment ça ne sera utile que dans un mirror match d'au moins une maison. Dans un mirror match complet, ça va être potentiellement très fort. Globalement, c'est un peu marginal, c'est pas mauvais non plus, je lui mets 3. Snaglet, une créature à 2, élusive. En action, on choisit une maison. Si l'adversaire choisit cette maison en tant que maison active sur leur prochain tour, vous lui volez 2 ambres. Bon, c'est pas mal. Il y a des moments où on aura mieux que ça à faire, donc ça mérite juste 3. Réédition de Soul Snatcher. Encore une carte à double tranchant, mais what the fuck? Why did you do this to us, Keyforge? Why? Wretched Doll, ou peut-être on doit dire Wretched
Doll. Faudra que je demande à Rachel la prochaine fois qu'elle vient parmi nous. Rachel, une joueuse de grande qualité et fort sympathique, soit dit en passant. J'ai pu constater au championnat de France, au Grand French Championship comme ils disent, que globalement les joueurs, tous les joueurs français et étrangers qui sont venus, étaient cool. Voilà, je tenais juste à le dire au passage. J'ai été très agréablement surpris par la mentalité de la communauté Keyforge, y compris dans les milieux compétitifs. J'avais pas du tout prévu de dire ça dans cette vidéo, mais ça me vient et je trouve ça vraiment très chouette. Continuons comme ça. On revient sur nos cartes. Alors, Rich Doll, un artefact qui ne rapporte pas d'ambre en étant joué. En action, s'il y a un Doom Counter en jeu, on détruit les créatures qui ont des Doom Counter. Sinon, on met un Doom Counter sur une créature. C'est bien sûr une réédition. Je l'ai vu appliquer souvent, je l'ai vu jouer assez souvent, bien que ça soit une rare, en jouant beaucoup en ligne. Et j'ai rarement vu que ça faisait une grosse différence. C'est sympatoche sans plus. J'aurais préféré évidemment que ça rapporte une ambre. On va dire 3. Encore une rare en réédition qui est pas foufoule quoi. Hortanus Binding, comme on l'avait dit, ça va avec Hortanu. Pour finir avec les créatures, on a Dexus, créature à 5, qui est le pendant de l'autre. C'était quoi? Sextus? Non, c'était vraiment Sextus, elle s'appelle vraiment comme ça, attends. Ah non, Sinestra. J'aurais préféré Sextus, c'était plus rigolo, ils n'ont pas dû oser. Donc Dexus, quand notre adversaire joue une créature sur son flanc droit, il perd une ambre. Visiblement, il nous faut les deux en même temps, et je sais pas s'ils y seront systématiquement, peut-être. Si on a les deux en même temps, ça peut être rigolo. Si on a qu'un des deux, ça va juste servir à pas grand chose. Et pour finir, on a la liste de toutes les Bane, donc celles qui, en étant jouées, détruisent une créature d'un certain type. On va avoir donc les Beast Bane, les Demon, les Dinosaures, Human, Scientist et Thief. Comme je disais, ça rapporte une ambre, donc au pire, ça sera jamais totalement, absolument atroce. C'est quand même pas ouf. Là, si je fais le point sur les 10, d'abord il y a 2 thématiques qui ressortent. Ça, je trouve ça super intéressant. Il y a une thématique qui peut être très utile et intéressante à la fois, qui est celle de la purge. Clairement, si on a plusieurs cartes qui purgent, on va pouvoir réduire la taille et l'efficacité du deck de notre adversaire drastiquement. Alors attention, parce qu'il peut se retrouver avec peut-être, je sais pas, 25 cartes qui tournent au lieu de 36. Et il faut faire les bons choix, il faut que ça soit ses pires 25 cartes. Surtout s'il en a déjà sur le board, il va souvent les revoir. Alors si c'est pour lui redonner en boucle Too Much to Protect et une carte qui vole 1, ça sera pas terrible. Mais ça peut quand même faire mal, et puis ces thématiques, j'aime bien. Malheureusement, l'autre thématique me plaît beaucoup moins, c'est le fait d'avoir des cartes, comme je l'ai dit plein de fois dans les vidéos, à double tranchant, donc ça va nuire à l'adversaire, mais ça peut me nuire aussi. Donc clairement ça ne me plaît pas, parce qu'il y a plein de cas où on ne va pas pouvoir les utiliser, ou alors on va les utiliser mais un peu à contre-cœur. C'est typiquement ce que je veux éviter dans mes decks de Keyforge. Donc si je fais le point sur toutes les cartes de 10, je suis franchement pas très content, principalement des rares. En fait, il y a de bonnes communes, quelques bonnes unco. Les rares, globalement, c'est plutôt la cata. Et sur la moyenne, je me retrouve en dessous de 3. Donc ça veut dire que globalement, la plupart des maisons 10 dans les decks vont être inférieures à la moyenne. Je ne suis pas ravi de ça, clairement 10 s'en était pris dans la gueule en AOA comparé à Call of the Archons. Je continue à chercher des bons decks Call of the Archons avec des power cards comme évidemment Control the Weak, Arise, Gateway to 10, même Lash. Et là c'est des cartes qu'on ne revoit pas. Lash of Broken Dreams n'est pas réédité ici, et ça c'est vraiment très très dommage. Et là on n'a même pas Unlock Gateway dont j'étais déjà pas très fan, et encore moins bien sûr Gateway to 10. Rise bien sûr, on va plus jamais le revoir. Donc je suis déçu par ces 10. Et j'espère bien pouvoir dire un peu plus de choses positives sur la prochaine maison qui est les Logos. Spoiler, ça va être le cas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager, à vous abonner et à me dire dans les commentaires à quel point vous êtes fan de moi, parce que j'ai besoin de ça pour mon ego défaillant après mes performances au championnat. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous êtes autant amusés que moi et à très bientôt pour la suite.